Chers petits observateurs, bonsoir. C'est le retour du retour d'expérience. On l'avait fait avec le Duster, on l'a fait avec une Tesla. Ça faisait longtemps que je voulais le faire avec une 208 et on va parler de tout, on va même parler du moteur PureTech. Et avec moi, j'ai Hugo. Comment tu vas, Hugo? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va super bien. Ça me fait plaisir. En plus, là, on a vraiment une version haute. Ouais. Pour les gens qui te connaissent peut-être, ils ont dû te voir sur la chaîne de Morgan VS. Exactement, j'ai fondé avec Morgan cette chaîne YouTube il y a très longtemps et voilà. Et c'est comme ça qu'on a été en contact la première fois. Et tu fais pas que ça d'ailleurs. Je sais pas où est ton collègue, il est là-bas, il est un peu au loin. Il est en train de tourner. Il y aura aussi une vidéo sur ta chaîne, sur PO1, en gros comment on tourne. Ouais, c'est ça. On va revenir sur toute votre méthodologie de travail et toutes les petites anecdotes et tout. Donc on va faire ça juste après. Ouais. Alors la première question, tu la connais. Je sais que tu as potassé. Ouais. C'est vrai que je l'ai pas encore dit. Le retour d'expérience, vous savez, le but c'est d'avoir au moins un an. Là, on est sur 1 an et 40 000 km. Ouais, c'est ça. Alors on a fait un peu plus que ça en réalité. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'a, mais on fait à peu près 40 000 km avec. Donc là, c'est costaud. Venez pas me dire dans les commentaires, comme sur la Tesla, il a que depuis 7 000 km et tout. Là, on a 40 000 km. Ouais, exactement. Alors, on dérange pas la règle. C'est quoi ton petit détail sur ta Peugeot 208? Alors, à la base, je voulais parler de la signature lumineuse que je trouve vraiment très efficace, mais je vais parler d'autre chose. Tu nous en parles après quand même. Je t'en parlerai après. Okay. C'est le cockpit 3D. Pourquoi je préfère en parler? Je passe de l'autre côté. Ouais, je passe de l'autre côté. Et le cockpit 3D, c'est quelque chose qui, je trouve, rend hyper bien. Et même maintenant, quand je vais dans une voiture qui a un écran classique, et ben, je trouve que ça fait moins haut de gamme. Tout de suite, j'ai l'impression de régresser. Et j'adore ça. Faut que tu expliques parce que toi tu la connais bien ta voiture, mais il y a des gens qui connaissent pas. Là en fait, vous avez donc le nouveau compteur iCockpit qui a déjà maintenant 4 ans, 5 ans sur cette voiture. Ouais, je pense qu'il y a quelques années. Et en fait, si vous voulez, vous avez un écran qui est tout derrière et un autre qui est répercuté. On le voit si je me mets là peut-être, c'est ça. Qui est juste au-dessus. Et en fait, ça permet d'avoir en gros c'est une 3 dimensions. Ouais. Donc bon, à la caméra, je peux pas vous le montrer, mais le porte ouverte, la petite flèche et le 0 km/h. Il est devant, il est en première position. Ça, tu le vois un peu si tu déplaces la caméra. Là, vous le voyez, voilà, le 0. Voilà. Et ça, en fait, effectivement, nous, même quand on avait fait le reveal de cette voiture, il y a un effet waouh. Ouais. Et ça ne sert à rien, hein, mais c'est très agréable à l'utilisation, c'est très joli. Et je trouve que ça fait un côté assez haut de gamme qui est très agréable. Et donc, deux choses. Quand des gens connaissent pas la voiture et le voient, tu me disais ça fait un effet. Systématiquement, les gens font une réflexion sur le petit cockpit. Et toi, dans l'autre sens, quand tu montes dans une voiture où il n'y a plus ça, tu as l'impression de revenir en arrière. Mais même sur des voitures plus haut de gamme. C'est-à-dire que j'arrive et le fait d'avoir l'écran plat, je trouve que c'est pas beau un écran. Enfin, voilà. Bon, on en reparlera plus tard. On en parlera plus tard de ça. Ouais, il y a la partie software. Ouais. Effectivement, sur un essai, enfin, c'est même pas un essai, sur un retour d'expérience longue durée, il va avoir pas mal de choses à parler. On repasse dehors, hop, à l'extérieur. On va parler de ta recherche après parce que ça a été une recherche assez longue sur cette voiture. Ouais, exactement. Mais il y a un truc qui a fait la différence, c'est sa ligne. Ouais. Et tu m'as dit, j'ai eu un coup de cœur. Ouais, c'est vrai, c'est assez rare. Mais la première fois que j'ai vu des images de cette voiture quand elle a été annoncée, je me suis dit, je l'aime cette voiture. Il y a vraiment un petit... Il se dégage un truc que j'aime beaucoup sur cette voiture. Je voulais absolument une petite voiture. Ouais. Et je trouve que dans les petites voitures, c'est la seule, selon moi, qui se démarquait vraiment du lot et qui avait un petit côté d'âme en plus qui, je trouve, fait vraiment toute la différence. Le design a fait beaucoup sur ta recherche. Ouais, c'est ça. Tu nous parlais de la signature lumineuse. Est-ce que tu peux mettre les feux de position? Ouais. Ah bah là, elles sont en route. Je viens de les mettre. Ok. T'as fait ça avec la clé du coup? Eh bah oui, on est professionnel avant tout. Il est fort. Et il est vif. Il est fort. Donc du coup, oui, tu as les fameuses 3 griffes plus le croc. Ouais, exactement. Et là, encore une fois, on est en GT Pack. Donc là, on a la finition la plus haute. C'est ça. Les packs chez Peugeot, c'est un enfer. Mais oui, c'est pas disponible sur toutes les versions. Et je trouve que ça change complètement la gueule de la voiture. Quand on la voit dans un rétroviseur, on a l'impression d'avoir une Baby 508 un petit peu énervée. C'est vrai qu'elle fait un peu énervée dans le rétro la nuit. Et ça fait partie aussi de tout ce qui est design, quoi. Ouais, je trouve qu'elle a un bon équilibre à la fois elle est assez élégante et à la fois elle est un petit peu énervée mais pas trop. Je trouve qu'elle a un équilibre qui marche bien, qui fait qu'elle vieillit, selon moi, relativement bien. Est-ce que tu as des petites choses que tu aimes bien à l'extérieur, sur le côté, sur l'arrière Ce que j'aime bien, j'aime donc bien la signature avant. Je trouve que le 3/4 arrière avec le petit GT, la petite signature lumineuse, le petit béquet, je trouve que ça fonctionne relativement bien. J'aime un peu moins l'arrière au sens large. Qu'est-ce qui te gêne dans l'arrière? C'est un peu trop rond. Je trouve que ça va pas trop avec l'avant. Je trouve que c'est un peu, je sais pas, un peu grenouille. T'aimes pas trop ce côté galbé là qu'elle a? Je trouve qu'elle rend bien sur le côté, mais de derrière, moi j'aime un peu moins. Alors ce qui est drôle, c'est que ici il y a toute une partie qui est en plastique. Ouais. Et par rapport aux couleurs, des fois ça peut jurer aussi. Ouais. Parce que les feux sont très
os larges. Ça coûte forcément moins cher que de passer des câbles et qui continuent dans la partie coffre. Donc c'est un choix qui a été fait. C'est vrai qu'en blanc, moi je trouve qu'elle rend moins bien par exemple à cause de ça. Après, je sais que tu as potassé dessus. C'est vrai que ça aussi, il y a des clins d'œil un peu par rapport à la 205 d'antan. Ouais, moi j'aime bien. Elle fait un peu 205 d'aujourd'hui, je trouve, vraiment pour le coup. Ouais, le capot un peu long, les petits détails comme ça. Je trouve elle a ce côté qui fait un peu vraie voiture, enfin voiture un peu classique, mais en même temps avec les petites touches modernes. Encore une fois, le design, je trouve qu'il est hyper juste, hyper équilibré. Et vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup le design. Je te disais bêtement, est-ce que tu m'as rajouté un aileron? Parce que c'est vrai que je me souvenais pas. Nous, on l'avait fait en World Premiere et on avait fait un 4 avis dessus, mais je me souvenais pas que l'aileron était si grand. C'est quand tu regardes, en fait, le coffre commence là et l'aileron est ici. On dirait en fait qu'il y en a deux superposés. Ouais, il y a vraiment un côté. Et puis en plus, avec les vitres teintées, surteintées à l'arrière et tout ça, elle a un côté. Et même pas. Moi, je l'ai acheté tuné d'origine. Voilà, en GT pack d'origine avec tuné. les jantes noires et tout ça. Pour revenir un petit peu sur les packs, parce que tu dis que c'est compliqué, on entend souvent GT Line. Qu'est-ce qui les diffère en fait là? Alors, en gros, chez Peugeot, donc il y a plusieurs gammes, donc on les a entendues, les Allure, GT, ce genre de choses. Il y a la Line même, c'est compliqué de la trouver. Mais voilà, vraiment... qui est vraiment encore moins chère. Et chaque déclinaison est en deux déclinaisons, la Line et la Pack. C'est-à-dire qu'il y a la Allure Line et la Allure Pack, la GT Line et la GT Pack. Donc tu commences en Line et tu finis en Pack. C'est ça. Donc en fait, tu en as 4 x 2 d'une certaine manière. C'est un petit peu ça. Okay. Après, ça change en fonction des années, c'est pas toujours les mêmes, mais ce qui fait que les gammes chez Peugeot, c'est un enfer. Et ce qui fait que j'ai pris vraiment beaucoup de temps avant de trouver cette version-là, parce que je voulais des options assez spécifiques dessus, et j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Parce que là, alors, on va revenir devant. Mais déjà, la vraie différence, ce sont les feux. Il y a la calandre qui change. Alors, les feux, effectivement, ça peut être des feux tout à fait classiques. En halogène, c'est vrai. Ouais, en halogène. Il y a plein, genre, même les contours noirs sont pas les mêmes. Là, il y a des arches de roue en noir. Sur la version de base, il n'y a même pas d'arche. Non, c'est de la tôle. C'est de la tôle qui est un petit peu reformée d'une certaine manière. Exactement. Là, tu as le fameux GT. Le fameux GT, il me semble que toutes les versions ne sont pas noires ici. Ils rajoutent pareil... il rajoute plein de petits détails noirs un peu partout pour et t'as un feu contraster. halogène aussi qui existe. Là, t'es en LED. Il y a également un feu halogène qui est pas très réussi, je trouve. T'as la double sortie. Il y a double sortie parce que sur les plus gros moteurs, il y a 2 sorties d'échappement. Même cette partie, dans cette partie-là, je ne vais pas le dire, c'est peut-être une connerie. Les jantes, il y a 20 versions de tailles de jantes différentes. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'était un sujet. On va en parler après sur ton achat, on ira dans les détails. Mais là, c'est bien une GT Pack parce qu'elle a des options, elle a des jantes spécifiques. Alors, là, il me semble que les jantes noires n'existent que sur la Pack. Toi, ça faisait partie de tes critères de recherche. Parce que, en plus, sur la Pack, il y a l'autopilote. Alors, je ne sais plus, ça s'appelle autrement chez Peugeot, mais il y a un système d'autopilote que je voulais parce qu'on fait énormément de bornes et ça permet d'être moins fatigué à la fin de la route. Le moteur, c'est un gros sujet. Tant qu'on en parle dès le début. Tu as le fameux donc 1,2 litre PureTech. 1,2 litre PureTech en 130 chevaux avec la boîte AT8. T'as pas eu peur quand tu l'as acheté? Alors, on s'est pas mal renseigné, je sais jamais comment on ouvre ici. Hop là, c'est ici. Hop là. Elle sort de révision d'ailleurs, tu m'as dit là. Ouais, c'est ça, c'était la semaine dernière. 47 000. Ouais, c'est ça. Donc t'imagines, en une semaine, on a fait... là, je suis à 51 000. Ah ouais, non, mais elle roule vraiment beaucoup. Elle roule vraiment beaucoup. Alors, le PureTech. Alors moi, quand j'achète quelque chose, je prends beaucoup de temps de me renseigner parce que c'est énormément d'argent. Je veux pas faire de dinguerie. Et effectivement, le PureTech n'est pas extrêmement réputé. Mon frère aime beaucoup me le rappeler, qu'il va me claquer entre les mains. Mais... d'après ce que j'ai lu, il semblerait que ça va quand même mieux, globalement. Parce que apparemment elle aurait été un petit peu fiabilisée, donc il n'y a pas encore de chaîne, tout ça. Enfin, bon, pour rappeler du coup aux gens, il y a des problèmes de courroie principalement qui baignent dans l'huile et donc du coup qui se désagrègent. Voilà. Moi, vu que je roule énormément avec, apparemment je serais potentiellement pas concerné par ce genre de problème. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, nous on a fait une vidéo avec Aramis, on en parle de loin en large et en travers. Effectivement, les gens qui roulent une fois par mois avec leur voiture, le problème c'est qu'il y a un bout de la courroie qui baigne dans l'huile et l'autre qui est sec. Exactement. Toi, tu l'utilises au quotidien. Tu as déjà moins ce problème-là. Théoriquement, je ne devrais pas être touché et apparemment, ces versions-là ont l'air d'avoir moins de soucis.
ça n'engage que moi, c'est ce que j'ai lu sur internet, j'ai pas pu l'expérimenter par moi-même. En tout cas, toi, là, tu vas doucement vers les 55-60. Pour l'instant, on t'a pas encore changé la courroie, ça sera peut-être au prochain. Ouais, probablement que la courroie devrait être changée la prochaine fois. En tout cas, moi, mon garagiste m'a dit que la prochaine entretien serait plus cher que les précédents, donc il y a probablement la courroie qui va venir. J'ai eu pour l'instant aucun souci avec. Ce que j'allais te dire, parce qu'en gros, la voiture, tu l'as achetée à 7000, ouais. Elle a presque 50, donc tu as fait plus de 50 là maintenant. Ouais, donc tu as fait plus de 40 000 km en fait. Ouais. T'as pas eu de soucis en un an là? Rien du tout. Après, on a fait les entretiens réguliers, je m'y connais un petit peu, donc on fait quand même attention, mais il n'y a rien eu, pour l'instant, il n'y a rien eu à faire dessus à part l'entretien classique. Ok, on parlera consommation après parce que ça, c'est un sujet sur le PureTech. Ouais, c'est clair. On va faire un petit tour au niveau du coffre parce que voilà, retour d'expérience. Toi, ta voiture, pareil, je mettrai des photos, elle te sert pour ton travail. Oui, donc des fois, elle est ventousée partout, elle a des caméras. On l'utilise comme un utilitaire. C'est ça qui est drôle, quoi. En gros, c'est tout le temps tout rabattu et donc le coffre, il convenait pour une voiture de 4 mètres. De base, il est très petit. Il est relativement petit, donc on peut quasiment rien mettre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse ça comme ça pour s'en faire un petit peu, pour pouvoir reposer. Ouais. Et souvent, on baisse ce siège-là. Ce qui fait qu'on peut vraiment. Attends, je vais le retirer pour que ça se voit mieux à la caméra. Non, mais je vois bien. Donc, ça, c'est ta config en fait. Tu laisses une place en plus quand même. Voilà, qui a deux intérêts, soit pour partir à 3, soit pour travailler. En fait, on sert de salle de table et on s'assoit à l'intérieur pour pouvoir travailler dedans. Tout ça avec une 208, quoi. Tout ça avec une 208. Okay. Donc, le coffre, toi, te suffit. Et puis d'avoir ces 2 tiers, 1 tiers. Ouais, ça marche super bien. Surtout qu'il y a pas mal de place devant les sièges, ce qui fait qu'on peut glisser des trucs. En fait, on l'a rempli jusqu'au toit, quasiment à chaque tournage. Ok, donc là tu es bien content qu'elle soit noire aussi au niveau du toit et du ciel de toit, c'est moins salissant quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu sais si par rapport aux versions électriques et tout, enfin toi tu as peut-être le coffre le plus grand du coup parce que tu as aucune batterie. Il me semble que les versions électriques ont moins de coffres. Il y a quoi Là tu vois, il y a le pneu, le Il y a une galette? Ouais. Ah putain, c'est tellement rare aujourd'hui. Attends, que je retire ça comme ça, tu peux le retirer. Ah, donc ça c'est tellement rare aujourd'hui avec des bombes. Ouais, on a une galette. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une bonne galette déjà, elle est assez grosse. Ouais, c'est vraiment très bien. Ok. Non mais c'est à souligner parce que moi personnellement je savais pas et c'est vrai que ça te fait de plus en plus rare. Ça fait 10 ans qu'en gros il n'y a plus de roues. Je trouve ça super rassurant parce que pour une petite crevaison ça fait la blague. Toi qui fais tellement de route, tu te dis l'un dans l'autre ça prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes mais au moins tu peux repartir. Au moins je peux le faire. Ouais. Donc, ok. Je t'en prie, va voir ton iCockpit que tu adores et on va parler un petit peu de l'intérieur. Ouais. Dans les petites, déjà il y a le seuil de porte, ça je pense que c'est un truc spécial GT Pack aussi. Ouais, clairement. En fait, il y a globalement le dessin global reste le même, mais quasiment tout peut changer en fonction de la version. Donc déjà, il y a la boîte auto qui peut être une boîte manuelle. Il y a cet écran-là qui peut complètement changer. Beaucoup plus petit aussi. Beaucoup plus petit et même, je crois que c'est même pas les mêmes technos d'écran. Enfin, ce qui a rien à voir. Parce que je me suis pas encore assis, mais aussi le gros morceau, c'est le siège. Là, il est incroyable, quoi. Que ce soit les surpiqûres, que ce soit le côté. Il est très sportif, quoi. Là. Je le trouve assez joli. Presque un béquet. C'est pas la version la plus haut de gamme qui existe. Il existe des sièges en cuir que je trouve un peu moins jolis en réalité. Donc les sièges, il y a des versions tissu, il y a des versions comme ça, un peu biton, il y a des versions cuir. Il y a vraiment beaucoup de déclinaisons de cette voiture. C'est assez hallucinant, je trouve. Tu me disais à l'intérieur, il y a des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Il y a des petits détails sur les prises USB. Tu as eu le temps de potasser. Ouais, il y a pas mal de trucs. Alors, premier truc, on va en parler tout de suite, on va crever l'abcès. Cet écran, c'est un vrai problème. Il est mauvais. Enfin, on peut pas en parler autrement. Déjà, il y a la clim qui reste tout le temps affichée, mais ça prend un tiers de l'écran systématiquement. Concrètement, il faut se dire que même si tu as Maps, Waze ou quoi que ce soit, tu vas avoir cette bordure-là et cette bordure-là qui va à chaque fois être... Oui, voilà, par exemple, là, je mets une carte. Alors là, j'ai pas mis Apple CarPlay ou Android Auto, mais en gros, c'est la même logique. Ouais. Cette partie-là de l'écran est utile. Tout le reste ne l'est pas. Ouais. Parce que tu te dis, c'est bien joli d'avoir un écran avec une belle diagonale, mais en fait, si tu as tout le temps ça qui te gêne... Ça sert à rien, surtout qu'ils auraient pu mettre un petit bouton plus, un petit bouton moins, par exemple, qui aurait tout changé. Là, à chaque fois, il faut aller dans un menu pour changer la ventilation. C'est ça que c'est au fur et à mesure des mises à jour, parce que c'est un software qui est sur le 3008 et tout, ils l'ont modifié. Mais toi, tu me disais, tu peux pas le mettre à jour ou faire autre chose? Non, alors à ma connaissance, en tout cas, on peut pas le mettre à jour. Et il est très complexe, il y a plusieurs menus pour faire des trucs qui se ressemblent. Enfin, c'est vraiment... Il est complexe et basique à la fois, je trouve. Parce que oui, c'est ça. Si tu vas sur, on va dire, le menu, toi, tu arrives à filmer l'écran. Parce que moi, j'ai vraiment... Alors, par exemple, là, si je clique sur le bouton menu,
je tombe exclusivement sur cette page-là. C'est ça, ouais, c'est drôle. Parce que en fait, il faut que j'appuie avec 3 doigts qui me donne accès à un endroit où il y a plus d'infos. Mais en même temps, il y a réglage ici qui donne une partie des réglages. Et là, il y a options. Tout est compliqué. Si tu sais pas qu'il faut appuyer sur... Comment tu sais que tu dois appuyer sur 3 tu sais pas. C'est vrai, il n'y a pas un autre moyen. Il y a rien. Et à chaque fois, ça revient, ça va venir sur le Android Auto Apple. Par contre, ça a gardé le dernier truc que tu as fait sur la voiture. Ok. Mais c'est nul ce truc du 3 doigts. C'est nul. C'est vraiment raté. Okay. Et parallèlement à ça, ils se sont fait chier à faire des jolis petits boutons qui cliquent bien, qui sont hyper agréables. En même temps, ce bouton-là, tu sais pas pourquoi, il bouge énormément. Il est pas bien. Et cet intérieur, il est un peu je le trouve très joli. Il y a plein de bonnes idées. Et il y a plein de trucs un peu ratés. Pour Apple CarPlay ou Android Auto, il faut utiliser la prise qui est du côté passager. Qui est de l'USB-A. Voilà. Normal, je me permets. Vas-y. Juste que les gens voient. Voilà. Et ici, il y a de l'USB-C qui a la charge rapide. Mais si on connecte son téléphone ici, il n'y a pas Apple CarPlay ou Android Auto. Donc en fait, tu peux pas avoir Apple CarPlay charger ton téléphone rapidement. Tu choisis. C'est ça, exactement. C'est super chiant quand tu fais... Mais surtout, c'est du côté passager. Donc ils mettent leur genou là et puis ils t'éclatent le câble. C'était déjà arrivé plus ou moins ou... On va pas parler des choses qui fâchent. Mais... Ah d'accord, ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que parce qu'on est souvent très chargé, des fois on travaille dans la voiture avec les ordi et tout, donc on tape un peu partout. Du coup, mais je comprends pas pourquoi juste ne pas avoir inversé les deux prises. En fait, ça aurait été beaucoup plus agréable au quotidien d'avoir directement mon truc de mon côté. Mais c'est vrai que ce sont des voitures qui ont entre 5 et 7 ans d'ingénierie. Tu vois, et en fait, l'USB-C, ça fait que, on va dire réellement peut-être 2-3 ans où ça commence à être... Oui, à être répandu. Donc je pense qu'en fait, ils étaient déjà fiers de mettre une USB-C ici. Oui, mais d'ailleurs, tu vois que c'est mal fait parce qu'en fait, c'est de la forme d'une prise USB classique. Ils ont mis un bouton plastique en mode... Et en parlant de ça, par rapport aux technologies qui sont venues au fur et à mesure, elle est un peu entre deux. Il y a l'induction aussi qui est un peu problématique. Ouais. Alors, ici, il y a un chargeur induction. D'ailleurs, ça, c'est une très bonne idée. On peut cacher le téléphone. Tu l'utilises ça ou pas pour mettre le téléphone comme ça? Ouais. Alors, pas... Je me permets avec le mien, je vais le montrer. Vas-y. Pas en conduisant parce que du coup, il y a l'écran avec CarPlay, tout ça, donc c'est pas très utile. Mais ça, ils étaient super fiers de dire qu'en gros, tu peux mettre mon téléphone est gigantesque. Ouais, il est gigantesque, c'est vrai. Ouais. Mais tu peux mettre ton téléphone comme ça. Moi, j'ai un tout petit iPhone qui, du coup, tient bien, ou même en vertical. Ça permet de... C'est pas gadget. En fait, c'est sympa parce que quand on se pose pour manger sur les aires d'autoroute, par exemple, on met une petite vidéo ou un truc, c'est absolument pas indispensable, mais c'est agréable qu'il soit là. Ok. Voilà, chargeur à induction, qui déjà est assez mal foutu parce qu'il est pas plat, ce qui fait que le téléphone il va tomber et du coup ne jamais charger. Ouais. Et quand il charge, au bout de 3 minutes, il surchauffe, mais vraiment il devient bouillant et cet endroit n'est pas du tout ventilé. Donc, en fait, il sert à rien. Alors que je crois que c'est facturé assez cher. Ok, mais ça c'est vrai, on le dit souvent dans nos essais. C'est pour ça que même des voitures maintenant haut de gamme, je t'avais dit, mettre un ventilateur en dessous du chargeur. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que je vois un peu la logique de comment on fait une voiture. Genre, ils l'ont testé ce truc-là. Genre, ils auraient dû se... Ah non, mais l'induction ça chauffe en fait et ça charge mal. Donc, je comprends, mais du coup, ils auraient dû l'aérer dès cette époque-là. Ouais, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes, que tu n'aimes pas à l'intérieur? L'intérieur est joli, par contre le piano black c'est tout le temps dégueulasse. C'est ultra salissant. Pourtant on fait des efforts. Mais là ta voiture est propre pour une voiture que vous utilisez. Enfin je sais qu'hier tu as fait 6 heures de route. Nous on rentre de reportage hier où vraiment on est tourné dans la boue, tout ça, donc on l'a vite fait nettoyer avant de venir parce que là elle était vraiment recouverte de boue. On peut peut-être du coup en parler. On fait beaucoup de routes avec cette voiture. Et au bout de 3 heures... Attends. Renaud ne me croyait pas ce matin, je lui ai dit... Ah oui, je connais l'info maintenant. Non mais c'est incroyable, ça c'est fou. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos, tu vois. Et au bout de à peu près 3 heures de route, je pense que le bloc moteur chauffe et on sent la chaleur du moteur qui revient dans l'habitacle. Et c'est qu'au bout de 3 heures, à chaque fois c'est... Entre 2 et 3 heures en fonction de s'il fait chaud ou froid dehors. Mais alors hier il faisait hyper froid, il pleuvait et tout ça. Et on devait mettre la clim à 16 pour ne pas transpirer dans la voiture parce qu'au niveau des pieds, on sent de la chaleur qui revient. Et ton moteur était bien à 90 et bien à 90, pas de surchauffe. Les flammes, c'est beau. C'est étrange. C'est très étrange. Alors je sais pas. Ça a toujours fait ça. Tu as toujours fait ça. Et je sais pas si c'est parce que j'ai le plus gros moteur de la gamme et que du coup il est peut-être un poil trop par rapport au refroidissement. Mais encore, il surchauffe pas. C'est juste ça. J'ai l'impression que le bloc moteur chauffe autour. Et petit à petit, ça arrive jusqu'à l'habitacle. Ok. On parle de ça, on a déjà fait 25 minutes. On va faire notre petit tour, comme ça tu vas pouvoir nous en parler un peu plus du moteur.
moteur a une petite sonorité sympa, hein. Moi je me rappelle de ça dans l'essai. Ouais, c'est vrai, alors c'est un peu triché, si on met le mode sport, ça sort des enceintes, tout ça. Ah d'accord, ouais. Ça c'est sur toutes les versions là, GT Pack. Je ne sais pas, là pour le coup je ne sais pas, mais ça c'est le bruit normal. Et si on change de mode de conduite, donc là je suis passé en mode sport, c'est un peu exagéré comme bruit. Ça là, ça vient des enceintes. Ouais. Ça vient des enceintes. C'est joli. C'est plus rond quoi. Ouais, c'est ça. T'as l'impression de gagner 3 cylindres quoi, mais voilà. Bon alors, on met les pieds dans le plat, on parle de moteur et tout. Sur 40 000 km, sur un an, donc je reviens dessus, tu as le 1 litre de PureTech, donc un peu boosté quoi, 130 chevaux. C'est ça. La boîte EAT8 qui est une boîte automatique à 8 rapports. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Alors déjà elle est assez agréable à conduire. Genre je trouve, si on conduit normalement, c'est plutôt doux, plutôt agréable. C'est pas du tout sportif. C'est un peu dynamique parce qu'il y a quand même un peu de chevaux, donc c'est assez plaisant. Mais par contre, si on veut conduire dynamique, la boîte elle prend beaucoup de temps pour passer les vitesses. Ou si par exemple je suis en train de ralentir et que d'un coup j'accélère, la boîte il y a un lag qui est énorme. Ouais. Puis des fois elle tombe de vitesse, tu sais pas. Enfin, donc elle privilégie plus la conso que l'efficience, ouais, exactement, que le côté sportif. Clairement. Donc, faut pas l'acheter en se disant que c'est une voiture sportive. C'est vraiment pas le cas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À basse vitesse, elle a tendance à consommer beaucoup. Genre, comme on roule là, on a tendance à consommer vraiment beaucoup. Et au contraire, sur l'autoroute, elle a tendance à consommer vraiment très peu. Du coup, nous, là en moyenne, vu que je savais qu'on allait faire l'émission, j'ai laissé un compteur tourner. Sur les 5000 derniers kilomètres, on est à 6,6 litres de moyenne, sachant que la voiture est tout le temps blindée. Genre vraiment, on est 2 ou 3 dans la voiture et tout le reste de la voiture, c'est chargé de matériel jusqu'au plafond. Et on sachant que tu fais pas mal d'autoroutes, c'est-à-dire que ça serait pas du tout pareil sur de la route de ville ou de la route de campagne. Ouais, je pense que si je faisais que de la route de campagne, je serais plus à 8 litres, où là ça commence à être beaucoup pour une petite voiture. Et ça te choque pas, ouais, pour une petite voiture, tu te dis pas que c'est un peu problématique. Alors toi, pour l'autoroute, c'est pas un problème, mais... Si, clairement. En plus, j'essaye de faire attention en termes de pollution, écologie, tout ça. Si, c'est abusé. Surtout qu'elle n'est pas non plus si performante que ça. C'est ça, parce que c'est pas comme si tu avais 200 chevaux en minimum 4 cylindres avec un 2 litres, quoi. Bah, c'est clair. Donc, je trouve qu'elle consomme vraiment beaucoup en ville. En fait, c'est bizarre. C'est une voiture pour la ville ou la campagne. Et c'est là où elle consomme le plus. Ouais. En vrai, tu me disais où elle est le mieux, c'est 90, 110 max. Ouais, c'est ça, entre 90 et 110. Elle est en 8e, elle consomme vraiment très peu. Ouais, c'est incroyable. Ouais, moi aussi au début ça faisait bizarre. Et à 130, elle va quand même pas consommer trop. Et par contre, dès qu'on passe en dessous de 90, les rapports ils vont être beaucoup moins efficients et là on va consommer vraiment beaucoup. Ok. On repart sur le côté un peu positif. Là, on a des petits virages de forêt. Le châssis est sympa. Le châssis est vraiment bien. T'as pas eu le sourire. Ouais, vraiment. C'est parce que du coup, moi, je l'utilise comme voiture utilitaire, mais je voulais quand même que ça soit agréable. Je voulais pas non plus avoir une voiture où je rentre dedans et c'est un peu triste. Elle est vraiment agréable. Elle est très prévisible, donc on peut rouler vraiment de manière un peu dynamique, sans se faire peur. Et elle se place vraiment où on veut. Donc vraiment, avant, l'une des voitures que j'avais avant, c'était une Mini Cooper. Franchement, je prends du plaisir dans cette voiture-là. Côté karting, comme tout le monde dit, c'est ça. Tu me disais même au téléphone, et ça colle un peu avec le petit volant, il y a presque un côté jeu vidéo en fait. Ouais, en fait, elle est très prévisible, ce qui fait que elle réagit comme on imaginerait qu'une voiture devrait réagir dans un jeu vidéo. Une fois, j'étais sur une route rapide et il y a un animal qui a traversé devant, donc j'ai pilé à 110. Ah, c'est ça, ouais. Et elle est restée droite, l'ABS s'est super bien activé, le contrôle était parfait. Le jeu savent faire. Ouais, c'est très impressionnant. Même là, tu vois, sur le petit rond-point, elle tient super bien. Mais même, on peut y aller vraiment beaucoup plus fort et elle tient vraiment bien. Sur cette voiture, tu me disais, parce que c'est aussi une voiture que tu utilises pour ton travail, quand tu as fait ta recherche, c'était assez compliqué parce que tu voulais qu'elle fasse moins de 4 mètres, enfin en tout cas une voiture en 4 mètres. Je voulais alors en gros, pour faire un peu l'historique, du coup, moi j'ai commencé avec un utilitaire, un transporteur T5 rouge qui était magnifique. J'ai dû le vendre pour des histoires de critères, je pouvais plus aller dans les villes, c'était compliqué.
j'ai récupéré la Mini de ma femme à l'époque et en fait elle était toute petite et j'ai trouvé ça super parce que pour tourner à Paris, aller dans les parkings et tout ça, c'était vraiment hyper pratique. Et c'était la toute première des Mini, la version 2002, 2004. C'est une 2004, ouais. Ce qui fait qu'en gros, c'était vraiment la plus petite qu'il y avait par rapport à aujourd'hui. En fait, elle fait que de grandir, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je me suis même pas intéressé aux Mini, parce que du coup, maintenant, elles sont assez grosses. Là, elle était vraiment petite et je me suis dit, mais une petite voiture, c'est génial. Parce que finalement, si on fait un gros tournage, on va louer un camion. Mais la plupart des tournages ne nécessitent pas d'avoir un camion de matériel. Et du coup, comme on montrait tout à l'heure, en rabaissant le siège et tout ça, finalement, il y a quand même pas mal de place. Et c'est super pratique dans Paris. On rentre dans tous les parkings. J'ai pas peur de la rayer parce qu'il n'y a pas la place, tout ça. Donc, je veux une petite voiture qui ait toutes les assistances modernes pour une histoire Tu disais, tu à 70% du temps, tu as roulé avec ton autopilote, quoi. Ouais. Là, je peux l'activer. Il n'est pas fait pour rouler sur des petites routes comme ça, c'est plutôt pour de l'autoroute. Mais là, par exemple, j'ai plus les pieds sur les pédales. Elle freine bien, elle accélère bien. Elle se maintient dans. Là, j'ai pas le volant, elle se maintient bien dans la voie. Et ça, quand on fait des heures et des heures de route, on n'est pas fatigué en fait. Et donc, je voulais absolument ça. Et en même temps, je voulais une voiture qui me fasse un peu plaisir, qui soit sympa. Parce que quand tu mets tout ça bout à bout, il n'y avait pas grand chose en fait. Tu tournes entre une Clio, une Polo et sinon des pièces SUV, quoi. La Polo, je la trouve triste. Moi, la dernière Clio, j'ai pas eu de coup de cœur. Là, il y a quoi? Donc, il y a chez Toyota, la Yaris qui est un peu sympa, mais pareil, il n'y a pas eu de coup de cœur spécifique. Et même si on part, on essaye de chercher un peu plus, on part même sur une Audi A1. Finalement, je les trouve un peu tristes, toutes ces voitures. Après, c'est pas le même prix. D'ailleurs, en parlant de prix, t'as pas arrêté de me le dire et je suis d'accord avec toi, les voitures aujourd'hui sont très 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 chères. Toi, tu l'utilises d'un point de vue professionnel. C'est ça. Mais en gros, toute option et tout neuve. Elle vaut plus. Celle-là, neuve, elle vaut, je crois que elle devait valoir 31 ou 32 000, ce que je trouve vraiment, vraiment beaucoup. C'est énorme. Moi, je l'ai payé 25 d'occasion. Parce qu'il y a eu une petite erreur sur les options qui fait que je l'ai payé un peu moins cher, mais normalement j'aurais dû la payer même d'occasion 27 ou 20. Ouais, 27 ou 28 facilement. Okay. Donc, je l'ai payé 25, sachant que ça prend en compte le fait d'aller la récupérer, donc le billet de train. T'as même pris la carte grise. La carte grise et tout ça, c'était mon max de budget. Donc, mais voilà. Si quelqu'un est intéressé par une 208, tu lui conseillerais quand même d'aller sur des finitions assez hautes. En fait, c'est pas la même génération. C'est-à-dire qu'entre carrément. C'est si on prend la moins chère, qui doit être dans les 15 000, je pense, aux alentours, la moins chère des 208 et ce modèle-là, c'est pas la même voiture, c'est pas la même génération de voiture. Il y a juste le look qui ressemble un petit peu sur certains points, mais quasiment toutes les pièces sont changées, quoi. C'est pas les mêmes sièges, c'est pas le même compteur de vitesse, c'est pas le même écran, c'est pas le même volant, c'est pas la même voiture. Donc c'est quand même bien de prendre une GT, une GT Line, une GT Pack, quoi. Ouais, après même une allure avec un peu d'options, c'est quand même pas mal. Ouais. Je conseillerais aussi la boîte automatique quand même, parce que là on le voit depuis avant, je la trouve très douce la voiture. Ouais. Elle fait bien le taf la boîte. Et encore, je suis pas en éco, qui est encore plus doux, encore plus doux, qui je pense même retire un peu de chevaux quand on est en éco. Elle est très agréable pour une citadine. Fausse vue à 360, ça c'est drôle, qui est relativement peu fiable. On a fait une jante en se fiant à ça. D'accord. Donc se méfier. Parce qu'en gros, elle enregistre ce qu'elle a vu avec la caméra arrière et elle te le reproduit. En fait, elle enregistre que ce qu'il y a ici. Et tout ça, c'est du faux. Et la qualité est vraiment médiocre. La qualité est médiocre et il s'est fait une jante à cause de ça, tu vois. Comme quoi, moi, la conclusion, un peu, c'est que la voiture, d'une certaine manière, depuis qu'ils l'ont travaillé et tout, elle va doucement sur ses 5 ans, en fait. Voilà. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu vulgairement le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que ce soit l'induction, la prise USB-C, que ce soit les profils, c'était Peugeot qui venait avec le nouvel iCockpit, avec tout ce qu'ils ont mis en place. Et en fait, c'est pas totalement fini, il manque. Allez, je vais être gentil, 20%, peut-être même un peu plus. Mais... Ouais, franchement, là sur les parties écran, clairement plus. Mais ouais, c'est fou d'avoir un design, je trouve, qui est aussi joli, mais il n'y a rien derrière.
Donc c'est assez dommage. Mais il y a plein de petits trucs cool. Il y a des petites prises USB à l'arrière pour charger pour les passagers. Enfin, il y a plein de petits trucs où on sent qu'ils ont voulu faire des efforts. Et il y a d'autres trucs où tu as l'impression que ça n'a pas été bossé. Merci beaucoup Hugo pour Avec ce plaisir. retour d'expérience. C'était Merci à assez toi. complet. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez une 208 aussi à donner votre retour d'expérience. Comme ça, on pourra tout partager ensemble. Je trouve que c'est bien parce que pour des gens qui veulent acheter la voiture, là, ils ont vraiment un truc 360. Et puis moi, je lirai les commentaires avec grand plaisir parce que si ça se trouve, j'apprendrai plein de trucs sur ma voiture. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne parce que avec Renaud et son équipe qui est là-bas, ils vont nous. En fait, ils étaient avec nous pendant tout le tournage. Donc vous allez pouvoir voir sur leur chaîne comment on bosse. Abonnez-vous à POA. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, je l'ai dit qu'à la fin, c'est important. Et puis n'hésitez pas si vous voulez que ce soit un retour d'expérience, une vidéo du mercredi plus conventionnelle, que ce soit une électrique, que ce soit une thermique. On aime tout ce qui roule sur POA. Un petit mail à petite observation automobile avec des s@gmail.com. En objet, vous mettez votre voiture. Et puis on se retrouve très bientôt sur POA. Ciao!